Bonjour, de la dette émergente, faut-il en avoir ou pas? Réponse avec vous, Kevin Tauzet. Bonjour Kevin. Bonjour David. Membre du comité d'investissement chez Carmignac. Déjà sur le scénario macroéconomique qu'on attend pour 2023, pour cette année, sur fond de ralentissement des pays occidentaux, sur fond de réouverture de l'économie chinoise, est-ce que tout ça est favorable aux émergents, qui est une grande catégorie qu'il faudra peut-être un petit peu affiner à mon avis? Alors oui, c'est clairement un univers qui est extrêmement large. Il y a aussi dans la dette émergente bien plusieurs sous-segments, entre autres de la dette externe, donc des instruments obligataires qui sont émis par des pays émergents dans des devises comme l'euro ou le dollar, de la dette locale et puis des marchés d'échange. Dans ce contexte-là, ralentissement économique. Alors d'où il vient ce ralentissement économique? Il vient du durcissement des politiques monétaires des pays développés. Il faut savoir que nombreux de ces pays dits émergents, eux, enclenchaient ce processus de normalisation il y a bien longtemps. Et donc ça peut avoir une incidence. Ils sont en avance sur le cycle. Exactement. Et ça peut avoir une incidence favorable dans la prochaine séquence, qui est celle du ralentissement et de qu'est-ce que pourront faire les différentes autorités pour venir soutenir leurs économies si besoin. Et puis, relance chinoise d'autre part, ça aussi, ça peut être un moteur très important pour les marchés émergents. Pourquoi? Eh bien, on comprend bien que toute la région asiatique, ASEAN, qui est très exposée à la Chine. Il y a des liens économiques très forts dans le secteur manufacturier, mais aussi dans le secteur des services, comme le tourisme, par exemple. Donc ça peut aider beaucoup d'économies émergentes. Et puis de l'autre, la réouverture chinoise, ça peut aussi avoir une incidence sur justement la reprise de la croissance chinoise et donc tout l'impact positif que ça peut avoir sur le complexe des matières premières. Et on sait qu'il y a de très nombreuses économies émergentes qui sont, on va dire, très tributaires de ce qui se passe sur le front des matières premières. Si la Chine repart, évidemment, ça peut relancer le cycle de matières premières, et là, pour le coup, qui serait aussi favorable aux émergents. Tout à fait. Ouais. Après, il y a des risques quand même. Il y a le risque de récession, notamment aux États-Unis. Ça, c'est un facteur à regarder, ça, qui, pour le coup, pèserait négativement. Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que dans cette séquence de ralentissement économique, dans cette séquence-là, il y a quand même un autre phénomène qui nous semble particulièrement important chez Carmignac, c'est que ce qui a caractérisé 2022, c'est que c'est surtout l'économie américaine qui a porté la croissance mondiale. Ce qui devrait caractériser 2023, c'est que ce moteur de croissance mondiale, il se déporte vers l'Est, et donc ce sera plus l'Europe et la Chine qui portera la croissance mondiale en 2023. Et d'ailleurs, on estime que sur la dynamique de croissance mondiale en 2023, eh bien, la Chine représentera 40% de ce total de croissance, qui est particulièrement... Ce qui était un tiers déjà avant le Covid, c'était un tiers, je crois. Oui, mais là, c'est plus qu'un tiers, et ce sera plus que Europe et États-Unis réunis. Donc l'environnement macroéconomique est favorable aux émergents. En quoi est-ce qu'il l'est plus qu'il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans? Parce qu'on dit souvent que les émergents, la croissance est plus élevée en moyenne, même s'il y a plus de hockey et de montagnes russes. Il y a plusieurs raisons à cela. Une des premières raisons, une raison très importante, c'est celle qui est liée aux valorisations. C'est-à-dire qu'on a des niveaux aujourd'hui de rémunération sur ces marchés émergents, et notamment sur les marchés de la dette émergente, qui sont particulièrement élevés. Vous le soulignez, ralentissement, récession aux États-Unis, qui se fait dans le sillage d'une remontée des taux d'intérêt, d'un durcissement des conditions. Récession qu'on ne voit pas encore aux États-Unis. Pas encore, qu'on anticipe plutôt pour la fin de l'année 2023 ou le début de 2024. Ça se fait dans un contexte où on a un durcissement des conditions financières. En tout cas, une velléité de durcir les conditions financières de la part des autorités monétaires américaines, donc ce qu'on appelle une remontée des taux réels. Là aussi, on l'a dit, dans cette séquence-là, nombreuses sont les banques émergentes qui ont déjà remonté leur taux d'intérêt. Si on peut donner quelques exemples, on regarde ce qui se passe au Brésil, au Mexique, on a des taux de dépôt qui sont à 2 chiffres. Donc, à savoir, exemple entre 12 et 13% par exemple au Brésil. Dette locale, en dette locale, pas libellée en devise extérieure. Exactement, de la dette locale. Donc la Banque centrale brésilienne, les taux de dépôt de la Banque centrale brésilienne sont entre 12 et 13%. Alors même que l'inflation a déjà passé son pic. Et le pic d'inflation au Brésil, il était au 3e trimestre de 2022. Mais attends, je vous coupe, mais on parle de taux court. Ce qui intéresse sur l'obligataire, c'est les taux plutôt longs. Alors on peut mettre en place ces deux types de stratégies-là, mais là aussi c'est pour vous donner une idée sur pourquoi est-ce qu'il y a une vraie attractivité aujourd'hui sur les marchés de la dette émergente, parce qu'on a un niveau de valorisation qui est très élevé. Donc vous avez des taux nominaux entre 12 et 13%, et des taux réels, donc ajustés de l'inflation, qui eux sont entre 6 et 7%. Donc là aussi, ça vous donne on va dire une appréciation de qu'est-ce qui pourra être fait demain pour venir soutenir l'économie et potentiellement baisser des taux, ce qui serait très favorable en effet prix. Donc c'est pas que du portage, il y a aussi une séquence qui pourrait être extrêmement favorable à ces
ces instruments de dette émergente. Ouais. Et on imagine que l'inflation, c'est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer qu'avec des taux directeurs au Brésil entre 12 et 15, on a une inflation qui soit à 15. En fait, non, l'inflation, parce que le processus de désinflation, parce que les politiques monétaires ont été resserrées bien avant, c'est là où en net d'inflation, on est autour de 6-7%, ça c'est pour le Brésil. C'est pas tous les émergents non plus, Exactement, c'est pas le cas pour tous les émergents, il y en a qui sont encore en cette phase d'accélération de l'inflation, comme c'est le cas chez nous aujourd'hui, en tout cas sur la partie cœur de l'inflation. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ces pays émergents, ils ont pu être beaucoup décriés par le passé parce qu'il y avait une forme de non-orthodoxie budgétaire. Eh bien, cette séquence-là, la non-orthodoxie budgétaire, elle a plutôt caractérisé les pays développés dans le sillage du Covid. On est à front renversé. Exactement, alors que dans les pays émergents, ça n'a pas été le cas. Et donc, de fait, eh bien, on a un contexte d'inflation, là aussi mondiale, qui est relativement élevé, mais là où l'inflation chez nous, elle est passée de 1% en moyenne à 10% en moyenne sur les derniers trimestres, eh bien, dans les pays émergents, on est plutôt passé d'une inflation moyenne autour de 4% à une inflation moyenne à 6%. Ouais, et donc, ça aussi, je pense que ça permet à vos auditeurs d'apprécier bien, ce qui s'est pu se passer et qu'est-ce qu'on peut anticiper. Et il y a aussi un autre phénomène qui me semble important, c'est que les économies émergentes, elles ont bien plus l'habitude que les économies développées à faire avec cette dynamique inflationniste. À gérer ces poussées inflationnistes. Et donc, elles ont largement anticipé, préempté sur la séquence. Beaucoup d'entre elles ont déjà remonté leur taux dès 2021. Et donc là aussi, si on regarde un petit peu plus dans l'anticipation, eh bien, la séquence, elle devrait être beaucoup plus favorable dans ces pays-là. Après, on se dit que pas tous les émergents sont attractifs. Comment est-ce qu'on les discrimine? Comment est-ce qu'on les choisit? Quels sont ceux qu'on met de côté et ceux qu'on conserve? On est sur les obligations d'État, d'entreprise, et ou en dette locale, en devise locale. Tout à fait. Donc, quand on investit dans son émergent obligataire, il y a plusieurs segments de marché. On l'a dit, de la dette externe, donc libellée en dollars ou en euros. C'est pas vraiment ce qu'on préfère aujourd'hui parce que c'est quand même des actifs qui tendent à être plus corrélés, on va dire, à l'appétit pour le risque. Et donc là aussi, on a des ralentissements économiques. Est-ce qu'on a envie aujourd'hui d'avoir beaucoup de risques en portefeuille? Peut-être un petit peu moins. Et donc on va plutôt regarder donc, ces instruments de dette locale, donc qui sont plus corrélés à ce que peuvent faire des politiques de banque centrale plus qu'à l'appétit général pour le risque. En souverain ou en corporate? Alors, plutôt en souverain. On va plutôt aller chercher du risque souverain, là aussi, parce qu'on est très bien rémunéré pour le faire. Donc, ce n'est pas la peine d'aller embarquer trop de risques dans des portefeuilles. Donc ça, c'est une chose. Plutôt de la dette qu'on qualifie de dette locale. Ensuite, où est-ce qu'on va aller investir sur ces marchés-là? Il y a quand même des thématiques importantes ou des économies qui vont aussi bénéficier de ce qui se passe en toile de fond. Il y a une thématique très forte qui est ressortie après le Covid, après la guerre en Ukraine, après les tensions entre M. Trump et M. Xi Jinping, surtout la dynamique d'échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, c'est sous cette thématique du rapatriement de chaînes de production. Et on a quand même des économies en Amérique latine qui sont très ancrées. Donc Brésil, ça on l'a dit, Brésil. Oui, Brésil, Mexique aussi, dont les échanges commerciaux avec les États-Unis sont en accélération, parce qu'il y a beaucoup, on va dire, d'outils de production, de chaînes de production qui sont rapatriés au Mexique, notamment, parce qu'il y a des liens économiques forts avec les États-Unis. Et on a la même chose avec des économies dites émergentes à la frontière de l'Europe. On peut penser à la Pologne, à la République tchèque, à la Hongrie. Et donc on a sur ces, on va dire, deux blocs économiques-là, deux types de régions-là, et des valorisations qui sont très attractives et, on va dire, une dynamique fondamentale. C'est aussi à deux chiffres, les taux d'intérêt dans ces pays-là. Tout à fait. En Hongrie, on a aussi des taux locaux à deux chiffres. L'inflation n'accélère plus Alors si, elle accélère encore. On est plus près du pic d'inflation que c'est le cas au Brésil. Mais par contre, le ralentissement économique, il est extrêmement présent. Pourquoi? Parce que ce sont des économies qui sont aussi bien plus exposées au cycle économique. Et donc, on a déjà, par exemple, une contraction des chiffres de vente au détail dans cette région à l'est de l'Europe. Ce sont des pays, des instruments qui ont beaucoup souffert dans le sillage de l'invasion russe en Ukraine, on va dire à juste titre. Elles étaient ces économies-là, elles sont très proches du conflit, avec le conflit qui on va dire, déporte vers l'Est aussi. Elles y sont beaucoup moins exposées également. Donc il faut séparer le bon grain de livret en matière d'émergents. Encore une fois, il y a des pays à choisir plus que d'autres pour les raisons qu'on a exposées. Tout à fait. C'est un univers extrêmement riche, extrêmement large, et en termes de fondamentaux d'émetteurs. Et une fois
qu'on a choisi ces émetteurs-là, eh bien, comment est-ce qu'on va aller y investir? Est-ce qu'on préfère la dette externe, la dette locale ou des marchés d'échange? Ok. Après, on a oublié, on finit là-dessus, la question de l'effet change. Comment est-ce que vous prenez en compte les devises des émergents, ces devises-là, comment est-ce qu'elles évoluent? Parce que ça peut rogner la performance aussi si on se prend en effet devise défavorable. Tout à fait. Donc là aussi, sur on va dire le segment de marché lié à cet univers obligataire large émergent, on l'a dit, la partie devise tend à être plus corrélée ou plus sujette à l'appétit pour le risque. Et quand on est en devise locale. Et quand on est en devise locale, on peut le faire avec des instruments spécifiques comme des swaps de taux. Par exemple, on peut également isoler ce risque devise. Mais là aussi, il peut y avoir un vrai intérêt à investir sur les marchés de devises. On l'a dit, certaines économies qui sont très liées à la Chine, par exemple, devraient bénéficier de la reprise du tourisme chinois, par exemple. Et donc ça devrait avoir un impact positif sur les devises. On pense à d'autres pays comme le Chili, par exemple, qui est un exportateur de matières premières, du cuivre. Ça représente 30% de la production du cuivre mondial. La Chine, ça représente à peu près 40% de la consommation du cuivre mondial. Et donc on voit bien que quand on a une économie qui produit beaucoup d'une ressource et une économie qui est en train de réouvrir et qui va en consommer beaucoup, là aussi, il peut y avoir un impact très favorable sur la devise et notamment sur le peso chilien. Ouais, après, on se dit que le dollar fort, c'est pas non plus très bon, souvent historiquement, pour les émergents. Mais ça, c'est quand on est, vous me direz, en devise. Tout à fait. En devise étrangère. La question se pose moins quand on prend des obligations en devise locale. Tout à fait. Donc après, voilà, c'est aussi notre travail de gérant et d'analyste, d'aller voir quelles sont les économies ou les pays qui seraient le plus exposés à cette dynamique ou à cette hausse du dollar, parce que là aussi, pour des économies qui se sont très largement endettées dans des devises autres que les leurs, une appréciation de la devise dans laquelle ils sont endettés, c'est pas une bonne nouvelle pour les comptes publics. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Kevin Teuzet pour Carmignac. Merci beaucoup. Merci David. Allez, en avoir ou pas, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite sur Cantalis.